L'échiquier international, bienvenue à vous et c'est une émission bien particulière que nous vous proposons ce soir puisque nous rendons hommage à une figure majeure. Cette année, Malcolm X aurait eu 100 ans, du militant radical noir américain contre la ségrégation à la voix anticoloniale et surtout un des chantres du panafricanisme, sans oublier sa quête universaliste. Sa trace pour la lutte pour les droits civiques demeure prégnante. Son parcours, sa vie, ses rencontres trouvent un écho encore chez la grande famille des résistants. Malcolm X a évoqué aussi dans ses prises de parole une stratégie politique pour se défaire des chaînes intérieures, une réappropriation de soi dans une perspective de libération. Comment conjuguer son héritage aujourd'hui dans un monde où l'universalité des droits est loin d'être évidente malgré des progrès notables? On en parle avec notre invité du jour. À tout de suite. Le 19 mai 1925, il y a 100 ans, donc, un certain Malcolm Little venait au monde en Géorgie, dans un État du Sud ségrégationniste, avec un Ku Klux Klan, qui répandait la terreur chez les familles noires, qui aurait dit qu'un petit garçon contre qui tout était ligué allait devenir une conscience universelle qui voulait, à la fin de sa vie, faire condamner les États-Unis pour apartheid au sein de l'ONU. Il n'en aura pas le temps, mais n'allons pas trop vite en besogne. Et pour cela, on en parle avec l'historien et spécialiste du panafricanisme, Hamzat Boukari Yabara. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hamzat. Merci beaucoup pour consacrer du temps à Malcolm X, dont le centenaire est effectivement aujourd'hui. Alors, je le disais, Hamzat, Malcolm X vient au monde dans un état sudiste où les Noirs sont pendus aux arbres. La mère de Malcolm X, fille d'un couple d'anciens esclaves ayant connu la déportation aux Amériques depuis le Nigeria. Son père, Earl Little, le révérend Baptiste, a été tué, ligoté sur un rail de train par des membres du Ku Klux Klan. Alors, tué pas seulement à cause de sa couleur de peau, mais ce père était adhérent aux idées de Marcus Garvey et prenait pour un retour des Noirs en Amérique. On le voit, Hamzat, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre avec cette filiation au sujet de Malcolm X. Oui, absolument. Alors, juste une précision, en fait, il est plutôt originaire, il est plutôt né dans un État du Nord, mais ce qui montre en fait que le racisme, la ségrégation et le Ku Klux Klan allaient aussi dans les États du Nord. Et effectivement, il va s'inspirer de l'héritage de Marcus Garvey pour devenir assez rapidement une des figures les plus importantes du nationalisme noir. Et Malcolm X va très tôt faire l'expérience de la violence, de la suprématie blanche, du racisme, déjà par l'assassinat, les circonstances de l'assassinat de son père, et ensuite la manière dont la famille va être déstructurée, va être placée dans une famille d'accueil blanche. Il va perdre contact avec plusieurs de ses proches qu'il retrouvera par la suite. Et surtout, il va bien comprendre qu'en tant que noir, il n'a pas, entre guillemets, d'avenir aux États-Unis. Et ça va l'amener à avoir toute une période durant sa jeunesse on va dire, de petite criminalité, à connaître un séjour en prison au cours duquel il se rapproche effectivement de Nation of Islam, qui est une organisation politico-religieuse qui, sous certains aspects, reprend effectivement les lignes de l'organisation de Marcus Garvey, On va en c'est-à-dire parler. la notion de fierté. Alors en effet, j'ai Voilà. dit qu'il était né en Géorgie, mais en fait il est né au Nebraska. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Géorgie. C'était bel et bien le Nebraska, donc un État du Nord. Hamzat, la plupart d'entre nous ont découvert et ont été fascinés par le film de Malcolm X réalisé en 1992 par Spike Lee et campé par Denzel Washington. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ce film vous a inspiré, où on a mis à l'écran cette vie de combat, de descente aux enfers, mais aussi de conviction? Oui, absolument. Moi, j'avais à peu près 11-12 ans quand le film est sorti. Donc, beaucoup de personnes de ma génération, donc des années 80, ont découvert Malcolm X à ce moment-là. Et ensuite, on va le retrouver dans la musique rap, on va le retrouver dans une certaine iconographie, avec les casquettes avec la lettre X, les t-shirts avec la lettre X, qui est la lettre qu'il a utilisée pour changer le nom d'esclave hérité justement de ses ancêtres. Voilà, c'était Malcolm Little, c'est le nom que le maître avait donné à ses esclaves.
Et donc lui a voulu effacer le little pour mettre X, pour signifier que les Noirs aux États-Unis ne connaissent pas leur origine, qui est africaine, et doivent en fait oublier le nom du maître blanc pour faire ce travail de reconquête de leur identité. Alors il Et donc, découvre du tout coup, c'est ça. dans ce contexte-là que je me suis effectivement rapproché de Malcolm X et que je l'ai découvert. Oui. Alors il a fait plusieurs séjours en prison, comme en 1946 à Boston, ou bien avant à Détroit. Et là, vous l'avez dit, hein, c'est une forme de renaissance. Il lit beaucoup, il rencontre des membres de Nation of Islam qui lui révèlent une chose à la fois simple et révolutionnaire, vous en avez parlé, c'est que le nom qu'il porte, Malcolm Litton, n'est pas son vrai nom, mais le nom donné par des maîtres blancs pour effacer son identité. Donc le choix du X d'ailleurs fait référence à ce passé qui a été complètement effacé par l'esclavage. Il faut réécrire sa propre histoire, sinon on demeure une sorte d'esclave de l'esprit. En somme, c'est ça, en gros, le combat du panafricanisme et plus particulièrement de Malcolm X. C'est un combat pour regagner sa dignité, retrouver son identité et faire effectivement de sa dignité, de son identité, une arme de combat, de résistance politique face au racisme qui sévissait aux États-Unis, donc en choisissant une option qui lui était plutôt radicale, qui était celle du séparatisme. Dans un premier temps, qu'il fallait effectivement que les Noirs s'organisent par eux-mêmes et créer idéalement leur propre État aux États-Unis. Et donc cette logique séparatiste visait en fait à adresser un cordon de sécurité entre les Noirs qui étaient régulièrement victimes des actes racistes du Ku Klux Klan et également de leur propre gouvernement, et ce monde blanc qui, pour lui, était vraiment synonyme de violence et d'oppression. Donc il y a ce fameux passage où il lit le dictionnaire et il dit dans le dictionnaire, tout ce qui est blanc est positif et tout ce qui est noir est négatif. Et donc il se demande en quoi, en fait, le langage lui-même est piégé, il est plein de préjugés, Et vicié. et que ces préjugés-là, voilà, et ces préjugés-là ont ensuite des répercussions dans la réalité et créent en fait des rapports d'aliénation qui sont extrêmement puissants. Et donc lui-même à cette époque-là, il se défrisait les cheveux, il était aussi dans cette même aliénation. Et le passage en prison l'amène en fait à se remettre en question. Et la sortie de prison avec la conversion à l'islam, donc de Nation of Islam, qui est un islam un peu particulier, joue aussi dans cette idée qu'il faut rejeter le christianisme, qui est un peu la religion du colonisateur. Hein, on est dans l'Amérique white anglo-saxonne protestant, l'Amérique blanche, et l'islam peut être justement un moyen d'aller vers cette reconquête d'une identité qui a été volée dans le contexte de l'esclavage et de l'évangélisation. De transcendance. Il y a des scènes dans le film où il ne comprend pas, il pose une question, il ne comprend pas comment le Christ est représenté avec une peau blanche et des yeux bleus, alors qu'il il viendrait donc de Nazareth, selon le catholicisme, et alors que les habitants de Nazareth ont plutôt la peau sombre. Et quand il soumet la problématique au révérend qui vient délivrer les cours de catéchisme aux prisonniers, on voit que le révérend a du mal à lui répondre. La rupture est là, c'est bien montré dans le film de Spike Lee en tout cas. Effectivement, il y a cette problématique-là. C'est pour ça que Marcus Garvey, dont le père de Malcolm X était un adhérent, un disciple, expliquait qu'il faut voir Dieu à l'image de sa propre couleur. Entre guillemets, si vous êtes noir, voyez un Dieu noir. Si vous êtes jaune, voyez un Dieu jaune. Si vous êtes rouge, un Dieu rouge. Si vous êtes blanc, un Dieu blanc. Donc il faut voir Dieu à sa couleur parce que justement, il n'y a pas de représentation qui puisse être faite de l'infinité que représente justement Dieu. Et donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il était nécessaire pour lui de se dissocier de cette religion de colonisateur, ce qui en fait en dissidence avec le mouvement pour les droits civiques porté justement par les églises chrétiennes du Sud et la figure notamment de Martin Luther King, qui elle a une autre approche justement de la religion, de la spiritualité comme arme de résistance politique. Il était révérend surtout. Pardon ? Il était révérend, Martin Luther King, donc c'est normal peut-être qu'il avait une autre approche. On l'appelait d'ailleurs le Dr King à cause de son... Exactement. Alors, exactement. Donc la question de la religion est vraiment importante à ce moment-là.
Alors il sort de prison, il intègre Nation of Islam avec son guide Elijah Mohammed, qui prônait lui un séparatisme radical. Et puis quelques années plus tard, Malcolm X finira par prendre des distances avec Nation of Islam. Alors il y a plusieurs thèses à cette rupture. Quelle est la vôtre? Est-ce que celle qui est montrée par le film vous conforte, vous convient ou correspond à une forme de réalité, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que ça. Malcolm X a rompu avec, a été exclu de Nation of Islam officiellement parce qu'il avait commenté l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le président américain, en expliquant que voilà, la violence revient toujours à l'envoyeur. Il avait fait la métaphore sur le loup et le poulailler, en disant qu'on ne va pas pleurer la mort du loup, en parlant de John Fitzgerald Kennedy. Exactement, exactement. Et ça avait été très mal perçu par l'opinion publique et par Nation of Islam. Il a constaté en fait que Nation of Islam était sur une ligne apolitique, ne combattait pas réellement finalement ce système-là, mais s'en accommodait en se mettant justement à distance des réalités que subissaient les Noirs aux États-Unis. Donc il y a cette rupture, je dirais, politique et idéologique. Et il y a également un désaccord avec le mode de fonctionnement de Nation of Islam et le comportement de Elijah Muhammad, qu'il jugeait non conforme justement aux préceptes, puisqu'il avait constaté que Elijah Muhammad avait eu plusieurs enfants avec des jeunes femmes, des femmes très jeunes de Nation of Islam. Et cela, je pense, lui était insupportable, sachant que Malcolm X, avec son épouse Betty Shabazz, n'ont eu que des filles et incarnaient vraiment un modèle, je dirais, d'intégrité, d'éthique, du point de vue comportemental, et je pense que cette déviance était également problématique avec sa conception d'une certaine éthique tout simplement. Malcolm X a été également un défenseur de l'Afrique et des luttes anticoloniales. Il a visité le continent africain à plusieurs reprises. En 1964, il visitera en l'espace d'une année le Ghana, le Nigeria, l'Égypte ou l'Algérie. D'ailleurs, il aura une relation particulière avec le Ghana. Il rencontrera plusieurs politiques africains comme Gamal Abdel Nasser ou le Ghanéen d'ailleurs Kwame Nkrumah. Il créera d'ailleurs il verra de ses propres yeux la réalité des luttes anticoloniales. Il dira ces pays qui ont gagné le privilège de voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles et voir de leur propre esprit la réalité de leur histoire. Donc il est temps qu'ils l'écrivent, à nous de faire pareil. C'est l'Afrique qui le revigore d'une certaine manière dans son combat, qui lui donne un autre élan, on va dire les choses de la sorte. En fait, Malcolm X constate très rapidement que le combat aux États-Unis, il est très limité. Vous êtes au centre, dans le cœur de la bête, et il faut l'internationaliser. C'est pour ça qu'en 1960, lors de la conférence de l'Assemblée générale des Nations unies, il va accueillir Fidel Castro et la plupart des dirigeants qui étaient présents à la conférence de Bandung, donc notamment Nkrumah, Sukarno, Nasser, qui viennent à Harlem, et il les accueille dans ce qui est un peu, un Bandung dans Harlem. Et ensuite, une fois qu'il est exclu de Nation of Islam, il fait effectivement plusieurs tournées en Afrique, où il constate que les luttes d'indépendance en Afrique, les libérations qui ont lieu en Afrique, sont le modèle à partir duquel les Noirs doivent également penser leur libération aux États-Unis, parce que les Noirs aux États-Unis sont une colonie interne aux États-Unis. Et donc, ils doivent poser la question de leur libération au niveau des Nations Unies et non pas dans le cadre uniquement des États-Unis. Et donc, il fait le parallèle entre les Noirs aux États-Unis et les Noirs dans le régime d'apartheid sud-africain. Il constate qu'il y a un certain nombre de pays comme l'Algérie, comme la Guinée, comme le Ghana, qui sont sur des lignes révolutionnaires et qui tiennent des positions au niveau de la tribune des Nations Unies sur lesquelles les Noirs américains doivent s'appuyer pour instaurer un rapport de force envers justement le gouvernement américain. Donc il internationalise son combat en se rendant en Afrique et comprend aussi l'importance du panafricanisme, la nécessité de connecter les organisations afro-américaines avec l'Union africaine, et il va créer effectivement l'Organisation de l'unité afro-américaine, qui avait pour but d'être un peu l'organisation de la diaspora, en lien avec également la mise en place de l'OUA en 63. Il a participé au sommet du Caire en 64, au cours duquel il a notamment
proposé un mémorandum demandant aux États africains de défendre les Noirs aux États-Unis à chaque fois qu'un Noir était tué aux États-Unis, de la même manière que à chaque fois qu'un Occidental est agressé en Afrique, il y a une réponse des armées occidentales. Donc, il disait qu'il faut, entre guillemets, faire œil pour œil, dent pour dent, mais tout en maintenant, justement, ce rapport de force politique. Et donc, l'Afrique, effectivement, le fait entrer à une dimension, je dirais, beaucoup plus complète. Il passe d'un nationalisme noir à un panafricanisme radical, en comprenant, en fait, le rôle que va jouer l'Afrique dans ces luttes de libération-là. Alors, on l'a dit, 1964, une année charnière avec ces grandes tournées en Afrique et au Moyen-Orient, dans le but de préparer l'unité des Noirs et d'internationaliser leur lutte pour la liberté, une forme de mondialisation de la lutte pour les droits des Noirs, où qu'ils soient. Et sa conversion à l'islam a joué un rôle qui lui a conféré, qui a conféré à son combat, on va dire les choses comme ça, pour les droits civiques et surtout une forme de quête spirituelle. Il y trouve une forme d'apaisement, de maturité politico-spirituelle, vous en avez parlé, qui est d'ailleurs montré encore une fois dans le film de Malcolm X, dont on regarde un extrait si vous voulez bien. Wearing the ihram garb, I made my 7 circuits around the Kaaba. I drank from the well of Zamzam. I prayed to Allah from Mount Arafat. It was the only time in my life that I stood before the Creator of all and felt like a complete human being. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now you may be shocked by these words, but I have eaten from the same plate, drunk from the same glass, and prayed to the same God with fellow Muslims whose eyes were blue, whose hair was blonde, and whose skin was the whitest of white. And we were all brothers, truly. People of all colors and races believing in one God and one humanity. Hamzat Boukhari Abara, très belle scène, on le voit, il le dit, il est à la Mecque, il le dit, j'ai bu dans les mêmes verres, j'ai mangé dans les mêmes plats que des hommes blancs aux yeux bleus que j'avais détestés tant aux États-Unis. Oui, effectivement, en fait, il se convertit à l'islam sunnite. Alors, il avait déjà eu la possibilité en 1959 de faire le Hajj. Il ne l'avait pas fait parce que Elijah Muhammad lui-même ne l'avait pas encore fait. Et donc, il comprend que Nation of Islam ne correspond pas véritablement à l'islam, on va dire, de référence. Et en faisant ce pèlerinage, il découvre un autre univers, un univers qui est où la religion musulmane est déracialisée, où la religion est tout simplement déracialisée. Universelle. Couleur de peau. C'est une question vraiment de foi. C'est une question d'idéal. Et c'est vraiment un moment où il retrouve, je pense, une forme de paix intérieure, une forme de foi, d'énergie, qui lui permet justement de rebondir politiquement et de sortir de l'idée que le blanc est l'ennemi. Il raconte notamment sa proximité à d'autres moments, au-delà du pèlerinage, avec un ambassadeur algérien à Accra, en disant que jamais il n'avait rencontré quelqu'un d'aussi révolutionnaire que cet ambassadeur-là, qui pourtant n'est pas noir. Et donc là aussi, il comprend qu'il faut voir les alliances géopolitiques de manière beaucoup plus lucide, sans rester uniquement sur la question de la race et de la couleur de peau. Et donc ça lui permet après effectivement de mieux développer sa philosophie, de mieux développer sa pensée et de développer un panafricanisme fondamentalement progressiste et en même temps beaucoup plus dangereux justement pour le système américain, puisque tant qu'il restait dans le cadre de Nation of Islam, il y a des points sur lesquels il ne touchait pas et surtout, il n'empiétait pas sur une certaine partie de la jeunesse blanche. Or, dans les dernières années, dans les derniers mois de sa vie, il devient aussi de plus en plus populaire auprès des milieux blancs, de la jeunesse blanche. Et c'est ça notamment qui, parmi d'autres choses, inquiète beaucoup le département d'État
le FBI et la CIA qui le suivent dans chacun de ses voyages. Alors justement, il devient dérangeant après ce voyage à la Mecque. Dans une lettre à sa femme Betty, il révélera être suivi par des agents de la CIA ou du FBI, car il veut établir un lien entre l'Afrique surtout et la diaspora, c'est-à-dire des liens qui doivent être reconnus et célébrés, et surtout, il veut faire condamner les États-Unis à l'ONU pour apartheid, à l'instar de l'Afrique du Sud, par rapport au traitement à l'endroit des Afro-Américains. Cet aspect n'est pas montré d'ailleurs dans le film de Spike Lee, mais est révélé dans le livre de Malcolm X qui s'intitule Le pouvoir noir. Alors oui, effectivement. Alors Malcolm X, c'est quelqu'un qui, dans ses discours, fait beaucoup de références à l'actualité. Il parle de la guerre du Vietnam, il parle de la bombe atomique de la Chine en 64, il parle de ce qui se passe au Congo, l'assassinat de Lumumba, où beaucoup de militants noirs américains vont se mobiliser à cette époque-là. Donc il voit bien les basculements au niveau de l'ordre international et il est conscient que si l'Afrique parvient à s'unir et à constituer une force politique, elle a suffisamment de voix pour imposer au niveau des Nations Unies la condamnation de la ségrégation des Noirs aux États-Unis, de la même manière qu'à l'époque, on impose le boycott de l'Afrique du Sud pour le régime d'apartheid. Et donc, il est vraiment engagé dans un combat contre le gouvernement américain. Il est vraiment considéré comme un ennemi du gouvernement américain. Et en même temps, il est, je dirais, sur une ligne fondamentalement panafricaniste qui rejoint celle de Kwame Nkrumah, qui prend en compte la nécessité pour les Noirs de rentrer en Afrique, mais en même temps d'établir un lien entre l'Afrique et la diaspora. Et ça faisait partie probablement des grands objectifs de son organisation de l'unité afro-américaine, qui est, je pense, aussi l'une des raisons pour laquelle il a été assassiné. Alors assassiné le 21 février 1965 lors d'un rassemblement à New York. Il y a d'ailleurs un film qui est sur Netflix, sur les nouvelles données entourant son assassinat. Mais il le disait d'ailleurs un peu avant, un journaliste qui lui a posé la question à son retour de la Mecque ou du Moyen-Orient. Il disait, de toute façon, je suis un homme mort. Donc il sentait qu'il allait partir d'une certaine manière dans des conditions un peu violentes, qu'il allait passer à trépas avec peut-être un assassinat. Enfin, il le sentait. Ah oui, absolument. Il recevait des menaces téléphoniques, des menaces de mort. Il savait que sa sécurité était gravement menacée. Son domicile avait été attaqué au cocktail Molotov, incendié quelques jours avant son assassinat. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il savait que ses jours étaient comptés. Malcolm X aujourd'hui, ça veut dire quoi, Hamzat Boukari Yabara, en 2025? Quand on voit l'Afrique, quand on voit l'aliénation encore de certains pays arabes d'ailleurs, quand on voit les luttes, quand on voit les menées occidentales à l'endroit de certains pays africains, quand on voit certains pays africains qui ne s'entendent pas entre eux, Malcolm X, qu'est-ce que ça veut dire dans ces équations qui sont complexes? Malcolm X, c'est justement la lettre X, c'est la lettre de l'équation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été un grand stratège, capable justement de penser les schémas internationaux, de voir comment l'Afrique et les Noirs américains pouvaient, et d'autres communautés comme la communauté musulmane, pouvaient naviguer dans ce monde en pleine évolution au moment justement des indépendances. Et c'est quelqu'un qui avait aussi, je dirais, une approche pragmatique, qui était intègre et qui s'inscrivait dans des perspectives de solidarité internationale, un internationalisme noir dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était capable de créer des ponts, qui était capable également de se remettre en question et qui était aussi capable, je pense, d'inspirer. Il a inspiré énormément de monde. L'autobiographie de Malcolm X, c'est l'un des livres les plus lus de l'histoire de l'humanité. C'est l'un des livres qui a le plus inspiré de gens dans leur propre développement. Et donc, c'est important, je pense, aujourd'hui, de montrer l'actualité de Malcolm X, qui est vivant depuis 100 ans. Merci d'avoir été des nôtres, Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste du panafricanisme. Je vous dis à très bientôt et encore merci. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Je vous dis à demain.